Bonjour et bienvenue sur notre chaîne E-Live. Aujourd'hui, nous recevons Silver Caron. Bonjour Silver. Bonjour Laetitia, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir qui est partagé. Merci. Et tu vas nous parler du mal de dos. Ben oui, je vais vous parler du mal de dos. Je suis kinésithérapeute, ostéopathe, et je vais essayer d'apporter une vision un petit peu différente du mal de dos, ce mal qui touche quasiment tout le monde, tout le temps. On estime à peu près à 90%, 90% pour nos amis belges et nos amis suisses, euh, le nombre de personnes qui ont souffert, souffrent ou souffriront du mal de dos. Notamment quand on parle de mal de dos, c'est principalement la région lombaire, on va dire, lombo-sacré, c'est-à-dire tout ce qui est les lombalgies chroniques ou les lombalgies aiguës. Donc c'est là-dessus et je vais essayer d'apporter une vision un petit peu différente de ce mal, de ce mal du siècle, on va dire. Tu veux que je me lance? Allez. On va comme ça, allez. Donc, le mal de dos, en fait, beaucoup de gens souffrent de douleurs lombaires, lombosacrées, mais n'ont pas forcément conscience et on met très souvent, trop souvent même, on met ça sur le compte du geste que l'on fait, du mauvais geste. Euh, le petit geste qu'on va faire, ramasser les clés par terre, prendre quelque chose, déplacer, prendre son enfant, faire un câlin à son bébé, etc. etc. Et se tourner dans le canapé, se tourner dans le lit. Et c'est souvent sur ces petits gestes-là que les gens se font mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petits gestes, en fait, ces facteurs déclencheurs ne sont que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et très souvent, trop souvent, la douleur et la pathologie s'est mise en place déjà avec le temps sans même que les gens s'en rendent compte. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de lombalgie chronique, même sans avoir mal. Ils sont déjà, je vais dire, en souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans un état physiologique ou émotionnel qui, on va dire, prédispose la mise en place de la pathologie, la mise en place du verrouillage lombaire. Alors, comme j'aime à dire très souvent, pour pouvoir déclencher une pathologie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une lombalgie, que ce soit une pathologie ostéo-articulaire, que ce soit une pathologie organique, que ce soit un cancer, que ce soit un Parkinson, une lombalgie ou une tendinite ou peu importe, il faut qu'il y ait plusieurs vecteurs, on va dire, au moins trois vecteurs, hein, toujours les trois vecteurs qui reviennent. Le premier vecteur, c'est le facteur déclencheur, comme je disais, donc là, le mauvais geste, en l'occurrence pour le mal de dos. Il faut toujours qu'il y ait un facteur déclencheur. Mais le facteur déclencheur ne suffit pas, c'est-à-dire que tous les gens qui font le même geste ne se font pas mal au dos. Tous les gens qui vont passer sur une planche bancale à essayer de se rattraper ne vont pas se verrouiller au niveau lombaire, etc. etc. Donc il faut qu'il y ait deux autres choses qui sont fondamentales et dont on n'a pas forcément conscience, on va dire, pour pouvoir vivre une vie pleine, heureuse, sans aucune souffrance, qu'elle soit lombaire ou qu'elle soit ailleurs, peu importe. La première chose, c'est le terrain. Pour pouvoir avoir une pathologie qui s'empêche, il faut qu'il y ait un terrain qui prédispose. Il faut que le terrain soit propice, on va dire. C'est un petit peu comme quand tu plantes une fleur. Pour qu'elle puisse pousser, il faut que le terreau soit propice. Là, c'est un petit peu pareil. Si le terreau n'est pas propice à la mise en place de la pathologie ne se mettra pas en place. Et ce terrain, en fait, on va voir pour les lombalgies chroniques à quoi cela peut être lié, notamment pour le mal de dos. Et puis, c'est pas tout. Il n'y a pas que le terrain et le facteur déclencheur. Il faut qu'il y ait une troisième chose qui vienne ancrer, qui vienne déclencher. C'est notamment un facteur émotionnel. C'est-à-dire qu'il y ait une émotion qui soit liée à cette pathologie. On le sait aujourd'hui, mais je vais en reparler tout à l'heure. Euh, tout ce que notre corps n'exprime pas en conscience, tout ce qui n'est pas dans notre conscience, notre corps et notre subconscient, notre inconscient l'exprime au travers de notre ressenti, au travers du corps, au travers au niveau cellulaire. Et chaque zone, chaque région de notre corps a une signification et on verra ensemble, notamment au niveau du mal de dos, ce que ça, d'un point de vue émotionnel, à quoi ce vers quoi ça nous projette, on va dire, dont on n'a pas forcément conscience. Et heureusement qu'on n'en a pas conscience, enfin heureusement, si on en avait conscience, le corps ne l'exprimerait pas. Donc, si le corps l'exprime, c'est que justement, il y a ce conflit-là qui est derrière et qui vient, on va dire, s'ancrer un petit peu sur le terrain qui favorisant, qui vient ancrer et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'il y a un facteur déclencheur, le faux geste, le petit geste qui va venir déclencher la malposition
quand on dort, quand on fait un geste, etc. Donc, il faut toujours qu'il y ait les trois. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler du geste. Je ne vais pas faire un débat sur les bons gestes, gestes et postures, le bon geste, la bonne posture pour ne pas se faire mal au dos. Pas du tout. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de ce terrain et de ces facteurs émotionnels. Alors d'abord, au niveau du terrain, pour moi, au niveau lombalgie, notamment lombalgie chronique ou lombalgie aiguë, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a d'abord la conscience d'un muscle dont beaucoup de gens n'ont pas conscience, qui est le psoas, le psoas iliaque. Ce psoas iliaque, très très peu de gens le connaissent, très très peu de gens en parlent. Je suis même atterré des fois quand je fais des formations à des médecins, rééducateurs spécialisés en gérontologie, qu'il y a des médecins qui ont même oublié ce qu'était un psoas. Ils l'ont appris quand ils ont fait leurs études en médecine, mais après, pour eux, ce n'était pas important. Or, ce psoas est responsable à peu près de 90% des lombalgies chroniques et surtout des lumbagos. Et on n'en a pas forcément conscience. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que ce psoas vient s'accrocher sur notre rachis lombaire. Et il passe en pont au-dessus des ailes iliaques, ici, donc sur le bassin, et il vient s'insérer sur le fémur. Et il a une double composante, ce psoas, c'est qu'il est à la fois fléchisseur de hanche, il fait la flexion de hanche, c'est le muscle starter de la flexion de hanche, et il est rotateur aussi de hanche, rotateur interne de hanche. Et en fait, ce muscle a une particularité, c'est qu'il est considéré par les anatomistes, enfin, il a plusieurs particularités. Première particularité, c'est qu'il est collé contre la chaîne ganglionnaire lymphatique, contre le côlon, contre les ovaires, mesdames, etc. Et dès qu'il y a une inflammation, quelle qu'elle soit, et que la chaîne ganglionnaire s'enflamme, ben le psoas va s'enflammer, va se contracter. Mais sa plus grande particularité à ce psoas, c'est qu'il est considéré par tous les anatomistes comme étant un muscle poubelle dans l'organisme. C'est-à-dire qu'une grande partie des déchets toxiniques que nous avons vont aller se localiser, s'ils ne sont pas éliminés par une bonne respiration et un bon drainage, vont aller se localiser dans ce psoas. Et dès qu'ils vont se localiser dans ce psoas, et ben le muscle va faire comme tous les muscles. Dès qu'un muscle est chargé en toxines, le muscle va se spasmer, va se contracter, un petit peu comme des footballeurs qui font des prolongations et qui ont des crampes. Le muscle va se contracter. Et dès que le muscle se contracte, eh bien forcément, il ne peut plus tirer sur le fémur parce qu'on est debout, donc il va tirer sur quoi? Il va tirer sur les lombaires. Et à partir de là, on va avoir tout le bloc lombaire qui va être impacté vers le bas et vers l'avant et qui va être entraîné par ce psoas. Et à partir de là, on va commencer à avoir des douleurs en pointe au niveau L5, S1, au niveau, une barre au niveau lombaire, etc. Et ces gens-là, on les reconnaît très, très facilement. Et ceux qui regardent cette capsule vidéo pourront se reconnaître, c'est que ces gens, on les reconnaît très facilement parce que quand ils dorment, très, très souvent, ils ne dorment pas avec les jambes tendues, ils dorment toujours avec une jambe repliée, sans arrêt, une jambe repliée, et en général, toujours la même. Et dès qu'on change de jambe, on n'est pas bien. Donc, on se remet sur sa jambe préférentielle repliée. Ça, c'est vraiment symptomatologique d'un spasme au niveau du psoas, donc de ce qu'on appelle une psoïte. Donc, dans le terrain, la première chose qui est importante à prendre conscience, c'est ce psoas, cette psoïte. Et en fait, quand on comprend pourquoi on fait des lombalgies, pourquoi ce terrain est favorisé au travers de la psoïte, eh bien, il suffit tout simplement de corriger le terrain. Et pour corriger le terrain, on sait que c'est lié à des surcharges toxiniques. Eh bien, il n'y a que trois choses à faire. La toute première, c'est tout simplement de drainer ces toxines, de faire en sorte de les éliminer, déjà en buvant, mais surtout en respirant bien, en faisant un bon drainage respiratoire au travers du pompage du diaphragme, de façon à bien éliminer, à bien pomper cette élimination au travers de l'action mécanique sur le foie, sur les reins et sur la vessie, de bien drainer vers l'extérieur. Mais surtout, beaucoup de gens sont en surcharge toxinique, ne serait-ce que par des prises médicamenteuses. Et là, je pense notamment aux femmes qui très souvent sont sous pilule contraceptive et qui ont une prise médicamenteuse régulière. Et ces personnes-là, je leur conseille tout simplement, pour éliminer ces toxines-là, tout simplement de prendre des draineurs, de complémenter de temps en temps avec des petites cures de draineurs pour aider le corps à éliminer tous ces déchets, ces résidus toxiniques. Donc, le premier muscle, en fait, c'est le psoas. La deuxième chose qui est importante, et beaucoup de gens n'en ont pas du tout conscience dans ce terrain, c'est que beaucoup de gens sont sur des respirations paradoxales avec très souvent des spasmes au niveau des coupoles diaphragmatiques. Et dès qu'on a un spasme au niveau d'une coupole diaphragmatique, on va avoir, on a le diaphragme, en fait, c'est deux coupoles diaphragmatiques qui descendent, un peu comme un parachute, un double parachute comme ça, qui descendent sur l'inspire, qui remontent sur l'expire. Et très souvent, beaucoup de gens liés par des schémas de torsion, qui sont des schémas posturaux, on va dire,
de torsion au niveau crânien, vertébral, sacré, etc., vont avoir tendance à avoir une coupole diaphragmatique plus tendue que l'autre. Et dès qu'une coupole diaphragmatique est plus tendue qu'une autre, immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Comme la coupole diaphragmatique s'insère au travers de ces insertions postérieures sur les piliers du diaphragme, c'est la même insertion que le diaphragme, que le psoas, et ben dès qu'une coupole diaphragmatique va être contractée, le psoas du même côté va se contracter de la même façon et les mêmes process vont se remettre en place au niveau lombaire, notamment au niveau des deux dernières vertèbres lombaires qui sont L4 et L5, enfin L4, L5 et L5, S1, les deux derniers espaces discaux, parce que c'est le seul espace sur lequel le psoas ne s'insère pas. Et c'est lui qui va subir toutes les contraintes. Ça, c'est la deuxième. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseillerais, et j'en reparlerai peut-être à la fin de la capsule, d'aller voir. J'ai fait une capsule vidéo très intéressante sur le net qui a pas mal de vues. Je crois qu'il y a 40 000 et quelques vues sur l'étirement du diaphragme. Et c'est vraiment quelque chose qui est très facile à réaliser et que personne ne fait. Tout le monde en pense à étirer son quadriceps, ses jumeaux, ses deltoïdes, etc., etc., ses fessiers, mais on ne pense pas du tout, du tout, du tout à étirer un diaphragme. Et pourtant, c'est le muscle qui est le plus sollicité dans notre vie, puisqu'il fonctionne toutes les 10 secondes à peu près. Il n'y a aucun muscle dans notre organisme qui travaille autant que notre diaphragme. Donc, aucun muscle volontaire, j'entends. Donc, du coup, il faut l'étirer, ce diaphragme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette petite capsule, petite entre guillemets capsule, sur l'étirement du diaphragme qui est absolument fondamental et qu'il faut aller voir. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très très important dans ce terrain et dont les gens n'ont pas conscience, aussi c'est l'hydratation. On ne fait pas le lien entre l'hydratation et les discopathies, les douleurs lombaires, on va dire discales ou lombosacrées. Pour moi, il faut savoir que 95% à peu près des discopathies, donc des tassements discales, des pincements discaux, etc., sont liés à une déshydratation. Et les gens n'en ont absolument pas conscience. Et oui, en effet, il ne faut pas oublier que le disque intervertébral est composé à peu près à 80% pour l'anneau et 99,9% pour le noyau discal composé d'eau. Ce n'est quasiment que de l'eau. Et l'eau a une particularité, c'est qu'elle est incompressible. Et tant que c'est incompressible, tant qu'il y a de l'eau dans le disque intervertébral, eh bien, les vertèbres ne peuvent pas se rapprocher puisque l'eau est incompressible. Par contre, dès qu'on commence à être déshydraté, à ne pas apporter suffisamment d'eau à notre corps, pour préserver nos organes vitaux, ce qu'il va faire le corps, il va récupérer l'eau là où il y en a, c'est-à-dire dans les disques, et il va aller les amener à nos organes vitaux. En fait, l'eau va rester dans le corps, mais va migrer, va bouger dans le corps, de façon à pouvoir assurer la survie de notre corps. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le noyau va tout simplement perdre son eau, donc va se ramollir, et en perdant son eau, il va perdre son incompressibilité. Là, les process de tassement discal, le pincement discal va se mettre en place. Donc, l'hydratation est fondamentale, et l'hydratation, beaucoup de gens en France, notamment, sont déshydratés. Pourquoi? Parce que notre enseignement médical en France, au sein des universités de médecine, des écoles de kiné, d'ostéo, etc., nous enseignent que pour être hydraté, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Sauf que on peut boire 1,5 litre d'eau par jour toute sa vie et être complètement déshydraté. Parce qu'une grande partie de notre hydratation ne vient pas de l'eau que l'on boit, mais vient de l'eau que l'on mange. Il y a des tas de gens dans les cultures africaines, asiatiques, etc., qui dans les villages, et on a fait des études cliniques radiologiques, et j'ai participé à ces études cliniques et radiologiques, dans ces villages-là, il n'y a pas d'eau, les gens ne boivent pas, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de bouteille d'eau, il n'y a rien. Et pourtant, ces gens sont beaucoup plus hydratés que nous, avec beaucoup moins de problèmes et de pathologies discales que nous, tout simplement parce que leur alimentation est très différente de la nôtre. Ils ont une alimentation très, très riche en fruits et en légumes, avec des fibres, c'est-à-dire relativement peu cuits ou pas cuits. Et donc, du coup, ça permet de maintenir cette hydratation et d'éviter les problèmes discaux. Et ça, les gens n'en ont pas du tout conscience. Donc, il y a ce terrain-là, au travers de l'hydratation, du psoas et du diaphragme. Et puis, il y a aussi un process général qui va se mettre en place, qui est un process inflammatoire, un stress cellulaire qui se met en place sans que les gens en aient même conscience, au travers de leur alimentation, de leur respiration, qui vont générer en fait une hypercortisolémie, c'est-à-dire trop de cortisol dans le sang. Et le cortisol, qui est sécrété par les corticosurrénales, c'est l'hormone du stress cellulaire. Et dès qu'on va être en hypercortisolémie, au travers d'une alimentation trop glycémiante, au travers donc des index glycémiques trop élevés, qui vont faire que dès qu'on est en pic insulinique avec une hypoglycémie derrière, on va avoir immédiatement, pour compenser l'hypoglycémie,
une hypercortisolémie, c'est-à-dire trop de cortisol dans le sang. Et dès qu'on est sur une alimentation hyperglycémiante ou dès qu'on est sur une respiration paradoxale avec un spasme de la coupole diaphragmatique, comme je disais tout à l'heure, qui va venir mécaniquement appuyer sur les corticales surrénales, on va stimuler la sécrétion de notre cortisol. Et donc, du coup, on va être en hypercortisolémie. Et dès qu'on est en hypercortisolémie, on a tous les process inflammatoires cellulaires qui flambent, et notamment sur la région où on a l'émotion, on va dire, qui prédomine. Donc, si c'est une émotion de colère, et ben, on va faire avec ces process inflammatoires liés à l'hypercortisolémie, on va faire des tendinites par rapport à cette colère. Mais si c'est un conflit de dévalorisation par rapport au fait de tenir, etc., on va reparler d'assurer c'est la posture, hein, c'est la stature, la région lombo-sacrée, enfin lombaire surtout, parce que sacré, on est plus dans l'aspect, on va dire, sexuel, relation, valorisation ou dévalorisation sexuelle. Mais sur la région lombaire, on est vraiment dans cette posture de j'assure, je maintiens, c'est moi qui suis le socle de ma famille, de mes amis. Et dès que je me sens un petit peu rejeté ou dès que je sens ne plus pouvoir gérer tout ça, j'ai tendance à focaliser donc mon émotion sur cette région-là. Et dès que je suis en process inflammatoire, et bien forcément, c'est cette région-là qui va prendre à ce moment-là. Si c'est un problème de conflit, d'acceptation ou on va dire de plier, d'accepter les décisions, de se plier à l'autorité, etc. Ça peut être, et que je suis dans cette hypercortisolémie, ça va être les genoux qui vont prendre, etc., etc. Dès que je suis dans un conflit féminin de valorisation en tant que femme ou en tant que mère, ça va être mon sein, ça va être mes glandes mammaires qui vont prendre, etc., etc. Et ça, on va en reparler, c'est ce qu'on appelle en décodage, c'est la verbalisation du corps au niveau de tout ce qui ne revient pas à la conscience se traduit au travers de mots MAUX, tout ce qui n'est pas dans les mots se traduit par des mots MAUX, ça tout le monde connaît, tout le monde en parle, et en fonction des régions, eh ben, le process inflammatoire va faire flamber par rapport à l'émotion qu'il y a. Mais la base, le terrain, c'est ce process inflammatoire qui est donc l'hypercortisolémie. Donc l'émotion a un impact uniquement s'il y a hypercortisolémie? Absolument, s'il y a un déséquilibre au niveau du terrain. Je prends l'exemple de la région des lombaires, la région lombo-sacrée. Je peux vivre des moments difficiles où j'ai l'impression que tout m'échappe, que je n'arrive plus à maintenir la cohérence dans la famille, je ne suis plus le socle, je ne suis plus la base, c'est plus moi qui tiens les rênes, je me sens dévalorisé par rapport à ça, les choses m'échappent, je n'arrive plus à assurer la survie et du moins la sécurité au niveau familial ou au niveau de mon groupe d'amis, etc., où je me sens exclu par rapport à ça. Ça va être la région lombaire qui va prendre, c'est la base, c'est le pilier, c'est le socle, mais ça va être la région lombaire qui va prendre si j'ai un terrain qui le prédispose. Et à la limite, même si je n'ai pas le geste déclencheur, je vais faire mon problème lombaire. Le geste déclencheur, ce n'est pas indispensable, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il n'est pas indispensable. En cabinet d'ostéo, on voit régulièrement des gens arriver en soins qui se sont fait soit des torticolis, soit des lombalgies, etc., juste sur des chocs émotionnels. Une grosse peur, un torticolis. Une grosse contrariété, un lumbago, etc., etc. Et ils vont se faire sur un choc émotionnel. Sauf que pour que le choc émotionnel puisse générer le lumbago ou le torticolis, il faut que le terrain derrière le prédispose. Tous les gens qui ont un choc émotionnel ou qui ont une peur ne font pas un torticolis. Pour qu'il y ait le torticolis, il faut que le terrain aussi prédispose. Le geste, à la limite, je vais même dire, le geste, c'est le facteur déclencheur, le geste, c'est ce qui est le moins important. On peut faire le geste et ne pas se déclencher de lumbago, et il y en a plein qui le font et qui ne déclenchent pas. Moi, quand je vais en Asie, quand j'étais en Asie, et tu connais l'Asie, et que je vois travailler des gens dans les rizières, pliés en deux toute la journée, ensuite porter des sacs qui font 80 kg, 60 kg, remonter des pentes comme ça pour les amener au village, etc., et faire ça quasiment tous les jours, ces gens n'ont pas de lumbago, ils n'ont pas de lombalgie. Et pourtant le geste il y est. Et à côté de ça, il y a des gens qui font aucun geste et qui se font des lumbagos en faisant rien, juste sur une contrariété. Donc pour moi, le geste est vraiment que c'est la chose la moins importante à la limite. C'est dur de dire ça pour un kiné, un ostéopathe, parce que dans notre culture, on est habitué à avoir la pathologie par rapport au geste. Pour moi, le geste est la chose la moins importante. Le plus important, c'est le terrain et c'est surtout l'émotion qui va avec.
Et donc, il faut apprendre. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut être dans la conscience du pourquoi. Enfin, moi, j'aime bien expliquer que pour pouvoir échanger les choses, il faut y mettre un sens, il faut comprendre pourquoi. Si je me dis, si on me dit, bah, tu es un lumbago parce que tu es énervé, ok, ça ne me parle pas. Si on me dit tu es un lumbago parce que tu as un terrain qui n'est pas. Non, je ne comprends pas. J'y mets pas de sens. Par contre, si j'y mets un sens derrière, c'est un peu comme un enfant. Un enfant, si on lui dit il ne faut pas mettre les doigts dans la prise, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Un jour ou l'autre, il va mettre les doigts dans la prise. Le jour où il a mis les doigts dans la prise et qu'il s'est pris une châtaigne, ce jour-là, il a compris pourquoi il ne fallait pas le faire, il ne le fera plus jamais. C'est un petit peu la même chose au niveau de la conscience de nos mécanismes lésionnels. C'est-à-dire quand on met un sens sur pourquoi on est dans certains mécanismes lésionnels, il suffit de corriger le pourquoi pour plus avoir le mécanisme lésionnel. Et c'est certainement pas à coup de médicaments derrière qu'on va traiter un lumbago. On sait aujourd'hui, les gens font des lumbagos, on sait que c'est lié aux toxines en grande partie avec le psoas. Les gens font des lumbagos, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez leur médecin et leur médecin leur donne quoi? Des anti-inflammatoires, des myorelaxants. Et on sait au jour d'aujourd'hui qu'une des plus gros apports en toxines dans notre organisme sont justement, après l'alimentation, sont justement liés à ces apports médicamenteux. Donc, toutes les grandes structures, on va dire, de soins maintenant vont de plus en plus vers une diminution des prises médicamenteuses et une augmentation de ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses, les TNM. Et donc, surtout en maison de retraite ou en EMS en Suisse. Et donc, du coup, on a conscience de ça. Mais monsieur et madame tout le monde n'a pas conscience de ça. Et dès qu'on fait un lumbago, on va voir le médecin qui donne des anti-inflammatoires. Donc, on traite sur le moment, mais on rajoute de l'eau au moulin et on rajoute des toxines aux toxines. Et ça règle absolument rien sur le long terme. La seule chose qui règle, c'est la conscience de pourquoi on fait ça. Il suffit de corriger le pourquoi pour plus l'avoir. Donc, comprendre ce terrain. Et puis après, comprendre les émotions. Et donc là, il faut les libérer, ces émotions. Alors, comment libérer ces émotions? Ça, c'est la question. Parce que les gens me disent, ouais, mais... Comment? Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Parce que je sais, je me doute que c'est la question qui va arriver derrière. C'est bien de parler d'émotions et comment les retirer, mais comment faire pour retirer des émotions? Il y a plein de techniques pour retirer des émotions. On peut travailler avec l'EFT, des techniques que tu connais, que tu pratiques, je le sais. Moi, il y a déjà une chose qui pour moi est très très importante parce que toutes les techniques, en fait, très souvent nécessitent de pouvoir être accompagné par un thérapeute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent le faire eux-mêmes. Ils ont une émotion. Donc, il y a des émotions qui sont facilement libérables et puis il y a des émotions qui passent plus par des gestes symboliques, on va dire, pour les libérer, parce qu'on ne peut pas les libérer comme ça en conscience. Je prends un exemple, de la colère, tu peux la libérer. Tu n'es pas obligé de le mettre sur papier, tu n'es pas obligé de faire un acte symbolique. Tu peux visualiser ta colère et libérer, etc. De la tristesse, tu peux la libérer. Tu te visualises ta tristesse, pourquoi tu es triste, etc. Et tu libères les larmes. Et tu libères cette énergie vibratoire qui est liée à cette tristesse. Par contre, tu as des émotions que tu as plus de mal à libérer, la rancœur, la jalousie, des choses comme ça, qui sont des émotions négatives et que tu vas avoir du mal à. La dévalorisation, etc. Comment libérer la dévalorisation? C'est plus compliqué d'un point de vue conscience. Donc déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est malheureusement trop le cas chez tout le monde, avec notamment la méthode Coué, etc. C'est le déni des émotions. Très souvent, beaucoup de gens sont dans le déni de leurs émotions, c'est-à-dire ne veulent pas les voir, leurs émotions, et disent non, non, je vais bien, je vais bien. En plus, ça a été un petit peu ancré ces dernières années avec des techniques, avec des approches telles que le secret, la loi d'attraction, etc., qui nous dit qu'il faut visualiser les choses positives, et les gens se disent, bah, je visualise, je vais bien, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé, etc., etc. Sauf qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont une peur. Ils ont la peur d'être malades. Ils ont la peur de... Donc, ils ont une émotion derrière dont ils sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de cette émotion et ils ne veulent pas l'avoir. Pour eux, tout va bien. Et donc, d'abord, la première chose à faire, c'est prendre conscience de ces émotions, ne pas les enfouir. Parce que si on les enfouit, un petit peu comme une poubelle, dans laquelle on va enfouir des déchets au fond, et qu'on va recouvrir ensuite avec plein d'autres choses, il va arriver un moment où ce qu'on a enfoui, ça ressort. Et donc, une poubelle, ça va commencer à sentir, à puer, mais dans notre corps, c'est un petit peu la même chose. Ça va commencer à sentir mauvais pour nous. Et à partir de là, ces émotions-là, elles vont commencer à travailler dans le fond et puis elles vont faire un travail de fond, elles vont saper le fond et elles vont amener beaucoup plus de mal que si on les avait laissées remonter. Donc, ces émotions-là, il faut les faire sortir, il faut les remonter.
Comment les remonter? Moi, c'est ma vision, c'est mon approche. Après, il y a autant de visions, d'approches qu'il y a de thérapeutes ou d'accompagnants différents. Moi, j'aime bien deux techniques pour libérer ces émotions. La première technique, c'est ce qu'on appelle la libération consciente des émotions. C'est-à-dire, j'ai une émotion qui vient, un petit peu comme un enfant de 3 ans a une émotion, ben, pouf, elle sort. Il est heureux, il éclate de rire. 10 secondes après, il est triste, il pleure. 5 secondes après, il a mal, il pleure. 10 secondes après, il est en colère, il va crier, taper des pieds, se rouler par terre, etc., etc. Il va libérer ses émotions. Sauf qu'un enfant, il le fait, et puis après, à partir de 3, 4, 5 ans, on lui dit, ah ben non, faut pas pleurer, ça se fait pas, ne pleure pas, c'est pas si grave que ça, ne crie pas, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, etc. Donc on formate les gens. Et puis après, les gens se formatent eux-mêmes, l'éducation, l'environnement, les parents, etc., etc. Et après, on se formate tout seul comme des grands, on n'a besoin de personne pour se formater, pour se mettre des carcans, et on bloque nos schémas émotionnels, on ne les laisse pas sortir, sauf qu'elles restent, et au bout d'un moment, il faut un travail, un peu comme l'effet poubelle dont je parlais tout à l'heure, il faut un travail de fond. Donc, il faut apprendre comme un enfant à libérer ses émotions. Et j'aime à dire, moi je le fais souvent en formation, je fais beaucoup de formations sur la gestion du stress, la gestion des conflits, la gestion du stress. Enfin, je fais beaucoup de formations, pas en ce moment depuis un an, parce qu'alors c'est mort de plaine depuis un an avec la Covid, mais du moins avec le confinement. Mais, euh, mais c'est quelque chose que je fais faire très très fréquemment. Libérer consciemment les émotions. J'ai une colère, je visualise pourquoi j'ai la colère et j'extériorise ma colère, quitte à virtuellement frapper sur une personne, taper quelque chose, crier, etc. Virtuel. Et moi j'aime bien parler, enfin dire comme l'explique très bien Tal Chaler, crier en façon HLM, il faut voir avec les mains, ou comme le dit aussi, je crois que c'est le docteur à Genève, euh, docteur Dufour, qui parle beaucoup de cette libération des émotions, la méthode Hoge à Genève, du docteur Dufour. Cette libération, c'est-à-dire crier en mode HLM, en mode silencieux. On peut crier la tête dans un oreiller, libérer la colère, etc. Par contre, ce qui est important, c'est de le faire toujours en conscience. Pas de crier pour crier, parce que sinon on libère de l'énergie, mais d'y mettre vraiment l'intention dedans, toujours être dans l'intention de ce que l'on fait, c'est-à-dire pourquoi on le fait, que ce soit pour de la colère, que ce soit pour des pleurs, etc. Et puis pour la dévalorisation, certaines émotions comme la dévalo, la rancœur, etc., on ne peut pas forcément la libérer comme ça. Donc, à ce moment-là, ce que je conseille très souvent de faire, c'est de l'écrire, tout simplement. Et quand on a de la rancœur ou quand on a une situation qui émotionnellement nous pose problème par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, par rapport à une situation, le mettre sur papier. Si c'est par rapport à une personne, le mettre sur papier, écrire toute cette rancœur qu'on a, toute cette dévalorisation qui a été générée, etc., la mettre sur papier, la sortir de soi en conscience, mais toujours en conscience, le sortir. Et puis ensuite, contrairement à ce que font beaucoup de gens et beaucoup de thérapeutes disent ensuite de brûler la lettre, moi, je suis contre le fait de brûler la lettre parce que quand on brûle la lettre, on envoie un signe à son cerveau qu'on n'a pas envoyé la lettre. Donc, moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ou à faire par rapport à quelqu'un, je le dis, je l'ai fait par rapport à mon père qui habite Marseille. Quand j'ai voulu lui faire la lettre, je lui ai écrit sa lettre, je lui ai envoyé. Mais je l'ai envoyé à Papa, Marseille. Le facteur a dû recevoir une lettre à Marseille 13000 Marseille, papa. Pour trouver un papa à Marseille, je pense à mon avis, la lettre, elle a fini directement dans la poubelle. Mais au moins, pour mon cerveau, je l'ai mis dans la boîte aux lettres, j'ai mis un timbre et je lui ai envoyé. J'ai fait l'acte d'envoyer la lettre. Et j'ai libéré à partir de là cette émotion. Et quand on a une émotion, il faut la libérer. Il faut la lâcher, il faut l'envoyer, il ne faut pas qu'elle reste en soi. Donc il faut ne pas être dans le déni, mais surtout, il faut derrière la libérer, la faire sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui ne ressort pas en conscience, notre corps va le verbaliser au travers de ces mots MAUX, si le terrain le prédispose. Donc voilà pour les lombalgies, le terrain et le facteur émotionnel. Je vais revenir sur le psoas dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Donc, en plus de corriger le terrain pour justement enlever les toxines qui s'accumulent dans le psoas, est-ce que tu as des techniques d'étirement, de massage qui peuvent aider Absolument. Alors déjà, il y a deux choses. C'est bien de drainer. Mais ce qui est encore mieux, c'est de drainer. Il y a trois choses à faire pour une psoïte. Il faut drainer, il faut limiter les apports en toxines, parce que ça ne sert à rien de drainer si de l'autre côté, on continue à rajouter de l'eau au moulin. Et les apports en toxines sont principalement liés pour beaucoup
à nos modes alimentaires, notamment nos modes occidentaux industrialisés, qui sont très, très, très chargés en toxines. Juste pour info, hein, je donne un chiffre comme ça. L'utilisation des pesticides dans les années 80, donc il y a 30 ans en arrière, hein, dans les années 80 pour l'agriculture française, c'était 4000 tonnes. L'utilisation de pesticides, enfin des produits phytosanitaires en 2010-2015 pour l'agriculture, c'est passé de 4000 à 66 000 tonnes. Il faut bien que ces produits phytosanitaires qui sont dans cette agriculture finissent quelque part. Et en général, ça finit dans nos assiettes, soit au travers des fruits et des légumes qu'on consomme, soit au travers des céréales qui ont été données à des animaux qu'on va ensuite manger. Donc de toute manière, dans la chaîne alimentaire, ils y sont toujours. Donc l'augmentation de ces produits phytosanitaires a drastiquement augmenté. Donc il faut diminuer. L'alimentation est notre première source d'apport en toxines. Donc c'est bien de drainer, mais il faut diminuer. Mais surtout, la troisième chose, et tu as raison de le dire, c'est qu'il faut impérativement étirer. Un footballeur, quand il a des crampes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire. Or, la plupart des gens souffrent de psoïtes. Une grande, grande partie de la population souffre de psoïdes sans même s'en rendre compte. Regardez combien les gens qui vont regarder cette vidéo, analyser comment vous dormez, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous dormez soit sur le côté, soit à plat ventre avec une jambe repliée. Et c'est très, très, très significatif d'un spasme au niveau du psoas. Donc, dès qu'on est dans cette conscience-là, il faut impérativement étirer notre psoas. On va le stimuler, on va le faire travailler quasiment toute la journée. Rien que le fait d'être debout et de marcher va stimuler ce psoas. On n'est pas obligé de jouer au foot ou de faire du vélo pour stimuler son psoas. Rien que le fait de marcher stimule notre psoas. Et donc, ce muscle travaille toute la journée. Et pourtant, si on trouve logique qu'un footballeur s'étire, on ne va pas trouver qu'une personne lambda, on ne va pas trouver logique qu'elle étire son psoas tous les soirs quand elle rentre chez elle. Et pourtant, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Et étirer un psoas, ça prend 20 à 30 secondes. C'est ce que beaucoup de gens voient faire sur les terrains d'athlétisme ou les terrains de foot. C'est les gens qui font des fentes vers l'avant, comme ça, pour étirer une jambe tendue derrière, une jambe pliée devant, donc en fente avant, pour étirer en fait le psoas de la jambe qui est tendue derrière. En fait, le muscle, pour l'étirer, c'est tout simplement, on fait le mouvement inverse de son mouvement physiologique. Le psoas, il est fléchisseur de hanche, donc pour l'étirer, il faut le mettre en extension totale. Donc, on va faire un travail de fente. Fente à droite, fente à gauche. Et on va, de cette façon, étirer son psoas droit et son psoas gauche. On peut aussi le travailler tout simplement couché quand on est dans son lit le soir, à regarder la télé ou à bouquiner, couché sur le dos, le pied posé sur le comme ça, et on laisse descendre notre genou avec un petit poids, style un sac de riz ou n'importe quoi, ou tout simplement laisser le poids de la jambe descendre et ouvrir la hanche en rotation externe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est dans sa composante de rotation interne. On va l'étirer en faisant le mouvement inverse, c'est-à-dire la rotation externe. Donc, le pied sur le genou, et on laisse tomber le genou comme ça quand on est couché sur le dos. On va étirer son psoas. On peut aussi masser. Masser tout seul le psoas, c'est plus difficile. Il faut vraiment, parce que le psoas, il est très profond. Il faut vraiment rentrer avec les doigts très profondément dans l'aine au niveau colique, au niveau de l'axe du côlon. Et donc, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour pouvoir rentrer. Toujours dans cette composante de rotation externe, parce que pour pouvoir vraiment masser un muscle, c'est bien quand il est en tension. Donc, on va mettre la jambe soit en extension au bord de la table, toi qui es masseuse, soit en extension au bord de la table et tu vas rentrer avec tes doigts juste derrière le côlon pour aller masser, aller palper et étirer le psoas, soit dans sa composante rotation externe pour aller l'étirer en rotation externe. Donc, on peut le masser ou l'étirer. Et en effet, il faut le faire. C'est même fondamental. Et encore une dernière question. Qu'est-ce qu'une bonne respiration? Alors, une bonne respiration, c'est d'abord une respiration pour moi physiologique, c'est-à-dire une respiration abdomino-diaphragmatique avec ouverture costale basse, sans aucun mouvement, respiration de base, hein, j'entends, sans aucun mouvement thoracique haut. C'est les bases des côtes qui s'ouvrent et qui se ferment, le diaphragme qui descend et qui monte. Ça, c'est la respiration de base. Avec aucun mouvement thoracique haut. Le mouvement thoracique haut ne doit se faire normalement que dans des amplitudes forcées, style pour les apnéistes, quand on est dans des épreuves sportives très cardio et très puissantes pour récupérer et avoir un maximum d'oxygénation. Mais hormis ces cas-là, la partie haute du thorax ne doit pas bouger. Donc, en bas. Et pour moi, je vais même dire mieux, c'est une respiration. Tu sais, on dit souvent
l'inconscience du mauvais geste, l'inconscience de l'incompétence, la conscience de l'incompétence, les quatre phases d'apprentissage d'un geste. On est dans l'inconscience de l'incompétence, on passe dans la conscience de l'incompétence, après il faut passer dans la conscience de la compétence pour basculer dans l'inconscience de la compétence. Beaucoup de gens sont dans l'inconscience du mauvais geste, c'est-à-dire qu'ils font mal leur respiration mais ils n'en sont même pas conscients. Pour pouvoir bien respirer, il faut passer dans l'inconscience du bon geste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bien respirer en conscience, il faut bien respirer en inconscience. Beaucoup de gens qui font du yoga, de la méditation, etc., respirent très, très, très bien quand ils font du yoga, de la méditation, du chant, du théâtre, des arts martiaux, etc. Ils sont dans la conscience du bon geste, de la bonne respiration. Mais dès qu'on les sort de là, et moi très très souvent je les vois en soins, et j'ai fait une conférence notamment au salon du yoga de Chambéry, où dans l'assemblée il y avait 250 pratiquants de yoga, les 250 quasiment étaient dans la conscience de la bonne respiration, c'est-à-dire qu'ils respiraient bien dans l'exercice de leur art. Et dès qu'ils sortent de là, pour la plupart, respirent mal. Quand je dis pour la plupart, c'est une grande partie de la population respire mal. Et pour moi, la bonne respiration, c'est une respiration abdominaux-diaphragmatique, mais dans l'inconscience de la compétence, c'est-à-dire dans l'inconscience du bon geste, le faire de façon automatisée. Ce qui est loin d'être le cas parce que beaucoup de gens sont dans je sais respirer, mais ne sont pas dans le je suis programmé pour bien respirer. Et beaucoup de gens pensent bien respirer et en fait sont dans les respirations paradoxales. Donc la bonne respiration, c'est une respiration qui n'est pas paradoxale et qui est automatisée. Et donc ça demande un travail de reprogrammation parce que notre cerveau est ainsi fait, c'est particulier. Notre cerveau, il a des voies neuronales, c'est ce qu'on apprend en neurosciences, liées à notre vécu, etc. Et on a créé des voies neuronales qui sont des mécanismes, on va dire, d'automatisation qui font que même si on sait qu'il ne faut pas respirer comme ça et qu'il faut respirer qu'avec le ventre, et ben on va bien respirer avec le ventre quand on fait ce qu'on doit faire. Mais dès qu'on repasse dans l'automatisme, on va dire, on se remet inconsciemment à respirer avec le haut. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils n'en ont même pas conscience. Donc la bonne respiration, c'est les deux. L'inconscience, l'automatisation et abdominodiaphragmatique. Ai-je répondu à ta question? Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que tu peux nous annoncer tes prochains événements? Alors, ben d'abord, j'ai le tout prochain événement, et j'espère que ça sera très rapide parce que j'ai appelé tout à l'heure, enfin j'ai envoyé encore un mail tout à l'heure à ma maison d'édition. C'est la réédition de mon livre qu'on m'a promis. Mon livre a été en rupture de stock, Le pouvoir de tout changer, aux éditions Idéo. Ouais, je crois que tu l'as. Voilà, on est trop près, on ne le voit pas. Recule un peu, encore. Voilà, parfait. Voilà, Le pouvoir de tout changer aux éditions Idéo, qui s'est tellement bien vendu qu'il est en rupture de stock au mois de septembre en France, en Suisse, un peu partout au Canada. Et j'ai demandé donc à la maison d'édition qui a relancé le 29 septembre en me disant il sera dispo sous 15 jours. Mais avec la crise actuelle, je pense qu'ils ont dû prendre un peu de retard. Donc, déjà, le premier événement, ça va être la ressortie dans les librairies, enfin, du moins sur les espaces ventes en ligne au départ, parce que les librairies étant fermées, de mon livre. J'espère pour très, très, très bientôt. Je suis en attente et je sais qu'il doit sortir. Donc, pour celles et ceux qui veulent l'avoir, et c'est un livre qui est, enfin, tu l'as lu, je sais pas, moi, je sais que tu l'as lu, tu étais une des premières à le lire. C'est un livre qui apporte pas mal de clés, on va dire, sur la conscience de soi à différents niveaux, pas que sur le travail émotionnel, mais aussi sur le travail, surtout sur la physiologie, la posture, etc., l'impact de la posture sur. Ça, c'est le premier. Le deuxième événement, c'est le 11 novembre. Je fais une conférence très, très intéressante sur besoins fondamentaux, capacité d'adaptation et neurosciences pour le salon du mieux vivre. En fait, je devais participer, je devais faire 2 conférences au salon du mieux vivre de Fribourg au mois de novembre, qui a été bien sûr annulé. Et donc, les organisateurs du salon de Fribourg m'ont demandé d'organiser donc un webinaire. Tous les conférenciers vont passer en fait en conférence en ligne. Et donc, m'ont demandé de faire une conférence en ligne. Donc, c'est www.salon- non, c'est mieux vivre. Non, je ne me rappelle plus. Salon-mieux vivre. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai là. C'est www.mieux-vivre.ch.
mieux-vivre.ch. C'est donc le salon du mieux vivre. Et là, je vais faire une conférence très intéressante. Donc, c'est le mercredi 11. Vous pouvez aller sur le site et vous inscrire pour la conférence. C'est le 11 novembre, mercredi 11 novembre, je crois, à 18h. Voilà. Et puis, le prochain, c'est le 17 novembre. Alors là, ça va être très, très intéressant parce qu'en plus, je fais ça avec une guest star, un invité. En fait, tous les mois à peu près, je travaille avec le site Bibouda, je fais de la conférence et je fais surtout de la formation avec Bibouda, le site bibouda.com ou .fr. Et pour ceux qui ne connaissent pas Bibouda, c'est un des sites leaders en francophonie mondiale de développement personnel. Et j'ai la chance voilà, d'intervenir chez eux. Et donc, tous les mois, à peu près un mois et demi, je fais des webinaires, des conférences en ligne, des webconférences. Et la prochaine, c'est le 17 novembre à 20h30 heure de Paris. À chaque fois, c'est des milliers et des milliers d'inscrits. Je crois que la dernière, on était 8500. Il y avait 8500 auditeurs inscrits sur le webinaire. Donc, c'est des très gros événements avec un journaliste qui est, la dernière fois, c'était le rédacteur en chef de RTL, l'ancien rédacteur en chef de RTL qui animait le webinaire. Et à chaque fois, je suis accompagné par une guest star. Les 2 fois précédentes, c'était Gaël de Bellec et Béatrice Mouton, qui sont des athlètes de très très haut niveau, des multiples champions du monde olympique, etc. Et là, pour le prochain webinaire, donc le 17 novembre, ça sera Fabien Balorca, qui est un épéiste français, qui est multiple champion et qui se prépare pour les JO, les prochains JO, donc en escrime. Et c'est un webinaire sur la posture et nos émotions, c'est-à-dire l'impact de la posture sur nos schémas émotionnels et comment on peut changer et modifier nos schémas émotionnels en quelques secondes, comme ça, en moins de 10 secondes, juste en modifiant la posture de quelqu'un. Que ce soit chez quelqu'un d'actif, debout, etc., ou même chez quelqu'un qui est alité, handicapé total et qui est complètement passif et grabataire. On peut modifier et travailler sur ces schémas émotionnels au travers de la posture. Et c'est absolument extraordinaire. C'est un travail qu'on fait en tant que thérapeute, mais c'est surtout un travail en développement personnel plus. Et ce sera le sujet du prochain webinaire, donc le 17, sur le site de Bibouda, qui sera de toute manière visible en ligne derrière, sur la chaîne YouTube et sur le site de Bibouda. Après, le reste, je ne sais pas, avec le on est un peu paumé. Tout est annulé. Je devais intervenir aussi, faire une conférence au salon, c'est au congrès de Agir pour la santé naturelle d'Aix-les-Bains au mois de novembre, mais à mon avis, ça va être annulé aussi. Donc, peu de chances qu'on puisse se voir à ce moment-là. Merci beaucoup, Silver. Puis après, le 24 décembre, et c'est Noël. Et pas en visio, hein. J'ai pas envie de Noël, non, non, en famille, en présentiel. Silver, au début de la vidéo, on t'a présenté en tant que kinésithérapeute, ostéopathe, mais tu fais beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est tellement c'est pas le plus important. Donc, forcément, le truc le plus important, c'est ce dont on a parlé avant. Oui, mais quand Maintenant, même. moins important, c'est moi qui je suis. Alors, bonjour à tous et à toutes, je me présente. Je m'appelle Silver Caron. Je suis donc kinésithérapeute, enfin physiothérapeute, ostéopathe du sport, ayant accompagné des grands clubs sportifs en Ligue 1 et en top 14 de rugby pendant de nombreuses années. Depuis 15 ans, je suis consultant, formateur pour des grands groupes en France et en Suisse sur des items, tout ce qui touche la santé au travail et la gestion du stress, des conflits. Je suis spécialisé en neurosciences appliquées, c'est-à-dire tout ce qui est gestion du stress et neurosciences, performance et communication, posture. Je suis posturologue aussi. Donc, je suis auteur du livre Le pouvoir de tout changer, et le prochain qui sortira certainement sur le bonheur en 2021. Et puis, quoi dire aussi? Oui, je suis l'ambassadeur pour la Suisse de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, qui est une organisation philanthropique internationale pour laquelle j'ai le privilège de représenter en Suisse, qui a pour objectif de faire entrer le droit au bonheur dans les constitutions des États, les textes des parlements, etc., dans l'ensemble des pays comme étant un droit inaliénable à tout être vivant. Et puis, à côté de ça, je suis membre fondateur du Hub Suisse Workplace Evolutionaries qui travaille sur les stratégies d'environnement de travail et toujours en replaçant l'humain au centre de tous les process. Donc, pour moi, l'humain est quelque chose est fondamental. L'humain au centre de tout, c'est vraiment la base de mon travail, que ce soit au travers de l'écriture, au travers des conférences, au travers des séminaires, au travers de tout. Voilà.
Et puis, ben, je fais des formations en ligne. S'il y en a que ça intéresse, excellente formation sur le site de Bibouda qui s'appelle Sport et Conscience. En fait, c'est les clés des sportifs, tout simplement pour être bien dans sa vie, pour pouvoir être au top dans sa vie, dans sa tête, dans son corps et dans sa vie de tous les jours. Et c'est une formation qui est ouverte à tout le monde sur le site de Bibouda. Voilà. Aux côtés de Deepak Chopra, Joe Dispenza, etc. C'est ma fierté, donc j'en parle. Voilà. Waouh, c'est vraiment un honneur de t'avoir sur Live. Mais c'est gentil de m'avoir invité. J'ai essayé de dire tout ce que je faisais, mais en très peu de temps, parce que c'est le plus important, vraiment tout ce dont on a parlé avant. Je vois tellement de gens dans ma vie de thérapeute et dans ma vie de consultant et d'accompagnant en entreprise. Je vois tellement de gens en souffrance physique, émotionnelle, bien sûr, et physique, et notamment par rapport à ces douleurs lombaires. Je vois tellement de gens en souffrance et ne pas avoir conscience qu'ils ont les clés entre leurs mains pour pouvoir limiter ces souffrances et pour pouvoir aller mieux. Je passe mon temps à dire et à expliquer aux gens, l'être humain est un être, c'est un super héros en puissance, c'est un être extraordinaire. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas conscience de ses pouvoirs. Et on ne peut pas faire quelque chose qu'on ignore. Donc mon rôle à moi en tant que consultant, en tant que formateur, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, c'est d'expliquer aux gens les mécanismes de fonctionnement pour qu'ils mettent un sens sur les choses, pour pouvoir changer tout ce qu'ils vivent au quotidien. Parce qu'on n'est pas condamné à vivre une vie de souffrance, de misère, de malheur, etc. On est condamné, entre guillemets, à vivre une vie de bonheur, d'abondance dans tout, de santé, voilà. Et la personne qui nous fait le plus de mal, celle qui nous maltraite le plus au quotidien, sans même qu'on en ait conscience, c'est nous-mêmes au travers de nos mécanismes de fonctionnement, etc. Donc, j'essaie d'expliquer, voilà. Et la lombalgie en fait partie parce que ça touche quand même 70% de la population actuellement en Occident. Donc, voici Walou. Ça, c'est important, beaucoup plus que ma présentation. Voilà. Merci. Ben, écoute, merci à toi, Laetitia, de m'avoir invité pour cette capsule. Vraiment. Et puis, ben, à tous, prenez soin de vous, prenez soin de votre psoas, prenez soin de votre corps. Je finirai juste avec une métaphore. Elle n'est pas fun, mais bon, je la sors quand même parce que c'est la métaphore de la tondeuse à gazon. Si on vous demande de tondre 3000 m² de jardin vallonné, etc., avec une magnifique tondeuse qui fonctionne parfaitement bien, autotractée, autoportée, etc., ces 3000 m², ça va être un bonheur total. La seule chose dont vous vous rappellerez, le seul souvenir que vous aurez, c'est la bonne odeur du gazon coupé. Par contre, si on vous demande de tondre les mêmes 3000 m² avec une tondeuse pourrie qui tombe en panne toutes les 5 secondes, que vous êtes obligé de relancer comme ça, que toutes les 10 minutes, vous êtes obligé d'aller vider le bac, etc., etc., les mêmes 3000 m² vont devenir un véritable calvaire. Ces 3000 m², métaphoriquement parlant, c'est notre vie. C'est ce qu'on fait dans toute notre vie. C'est notre vie de tous les jours. Et notre tondeuse, c'est nous, c'est notre corps. Si on maltraite notre corps au quotidien, si on a notre corps qui ne fonctionne pas bien, notre vie, les mêmes contraintes dans la vie vont devenir un véritable calvaire. Et ce qui fait que c'est un calvaire, c'est pas ce qu'on vit, c'est la façon qu'on a de pouvoir s'y adapter. C'est ça qui fait que c'est un calvaire. Voilà. Et pour les lombalgies, c'est exactement la même chose. Voilà la petite métaphore de la fin. Merci. Prenez soin de vous tous et ben, peut-être, j'espère, à tout bientôt. À bientôt. Et c'est tellement important. Ensemble, restons live. C'est fondamental.